Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette édition, voici les titres. Ouverture des travaux de la 76e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine au Djibouti Palace Kempinski. Et dans l'actualité internationale, en Australie, Sydney sort de presque 4 mois de confinement. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. La 76e session du comité exécutif et la 42e conférence de l'Union parlementaire africaine se sont ouvertes aujourd'hui à Djibouti, au Djibouti Palace Kempinski, notamment cette session qui a été présidée par le président du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine et président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, et le secrétaire général de l'Union parlementaire africaine, Idi Gado Boubacar. Plus de 150 parlementaires africains issus d'une vingtaine de pays du continent ont pris part à cette 76e session du comité exécutif. La tenue et l'organisation de cette session survient dans un contexte particulier marqué par la crise sanitaire mondiale de la Covid-19. Dans son mot d'ouverture, le président du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine et président de l'Assemblée nationale djiboutienne, Mohamed Ali Hamed, a dans un premier temps souhaité la chaleureuse bienvenue aux membres de délégation qui prennent part à la présente assise statutaire de notre institution parlementaire continentale. Et le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, qui est également président du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine, s'est dit convaincu que ces travaux puissent aboutir à des recommandations et des résolutions pertinentes susceptibles de contribuer à l'action de développement et de consolidation de la paix. On écoute le président Hamed. Aujourd'hui, 11 octobre 2021, quasiment 2 ans, 2 années plus tard, c'est avec la même ferveur et le même enthousiasme que Djibouti accueille les travaux de la 76e session du comité exécutif et de la 43e conférence de notre Union. Je voudrais saisir l'opportunité qui m'est offerte pour, d'une part, saluer votre détermination à promouvoir avec engagement et détermination l'action parlementaire et d'autre part, solliciter votre indulgence pour le désagrément que nous impose le contexte sanitaire. Au cours de cette session du comité exécutif, outre l'examen des demandes de statut d'observateur d'organisations qui s'intéressent à nos travaux, nous aurons notamment à examiner la mise en œuvre de nos recommandations adoptées lors de la précédente conférence, le programme annuel de travail ainsi que les questions financières de notre Union. Nous aurons également à préparer les travaux de notre 43e conférence qui suivra immédiatement cette session en mettant au point son ordre du jour. À cet égard, et comme vous l'avez constaté, c'est à dessein que nous avons centré les différents thèmes de nos travaux en conférence sur les conséquences multidimensionnelles de la Covid-19 et les mesures d'accompagnement pour une reprise des activités dans des conditions adéquates. Au regard de la qualité des participants à ces sessions de Djibouti, je ne doute pas que nos travaux puissent aboutir à des recommandations et résolutions pertinentes susceptibles de contribuer à l'action de développement et de consolidation de la paix. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'adresser mes encouragements aux membres du secrétariat général de l'UPA pour leur dévouement et leur engagement au service des objectifs que nous poursuivons, ainsi que pour tous leurs efforts pour le rayonnement de l'Union au plan international. Je voudrais clore mon propos en vous réitérant mes remerciements pour la confiance placée en nous pour abriter ces sessions de l'Union parlementaire africaine et vous souhaiter pleine réussite pour que nos travaux puissent renforcer la démocratie, la paix, les droits de l'homme et le développement durable sur notre continent.
Et après le discours officiel du président de l'Assemblée nationale, place aux travaux. Cette session qui a été présidée par le président du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine et président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, et le secrétaire général de l'Union parlementaire africaine avait pour objectif donc notamment d'examiner la mise en œuvre des recommandations adoptées lors de la précédente conférence, le programme annuel de travail ainsi que les questions financières de l'Union. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, s'est dit convaincu que ces travaux vont aboutir donc à des recommandations et des résolutions pertinentes susceptibles de contribuer à l'action de développement et de consolidation de la paix. Comme chaque année, la campagne nationale de sensibilisation intitulée Octobre Rose, dédiée à la prévention des cancers génitaux féminins, a été lancée au Djibouti Palace Kempinski sous le patronage du ministre de la Santé. Inscrite à la lutte contre les cancers du sein et de l'utérus, la campagne Octobre Rose est initiée par le Centre national de référence en santé de reproduction Husseina qui bénéficie de l'appui et de la collaboration de l'UNFD et du Fonds des Nations Unies pour la population, le FNUAP. La cérémonie de lancement, accompagnée donc à mobiliser des nombreux acteurs de la société civile, dont la vice-présidente de l'UNFD, Hasna Ahmed Bilil, ainsi que plusieurs représentants des agences du système des Nations Unies basées à Djibouti. Notons que durant cette campagne de sensibilisation, le ministère de la Santé va déployer un pléthore d'activités dans des journées portes ouvertes ou encore l'organisation de la Marche Rose afin de mobiliser la société civile djiboutienne autour de la prévention des cancers génitaux féminins. De l'année 2021 sur l'élaboration d'un plan de développement stratégique de cet établissement partant de sa mission réglementaire et la proposition d'alternatives à la pénurie de ressources humaines spécialisées et aux insuffisances de son plateau technique. Le FNUAP renouvelle ainsi son engagement au ministère de la Santé dans l'appui au centre Husseina pour le repositionner dans le système de santé en tant qu'instrument de l'amélioration de la santé reproductive à l'échelle nationale en général et la prise en charge des cancers du sein et du col de l'utérus en particulier. Monsieur le ministre, la traditionnelle manifestation d'Octobre Rose est dédiée par la communauté internationale à la prévention du cancer du sein. Mais en cette année 2021, comme j'en avais parlé maintenant, s'y ajoute un autre cancer répandu de la femme, celui du col de l'utérus. L'important, c'est toujours de sensibiliser les femmes à se faire dépister avant qu'il ne soit trop tard. Et de son côté, la vice-présidente de l'UNFD, Hasna Ahmed Bilil, s'est prononcée pour rappeler le rôle crucial et l'implication de la société civile dans cette lutte contre les cancers. Les plus touchés par cette maladie à multiples facettes qui chaque année provoquent le décès de nombreuses personnes dans le monde et plus particulièrement en Afrique. Notre pays connaît ces dernières années une montée très alarmante de cette maladie pernicieuse touchant le plus souvent les organes génitaux de la femme. Les statistiques démontrent encore que 80% des femmes sont confrontées à des infections et même si le corps les élimine après soin, l'infection peut, dans la majorité des cas, persister, évoluer en cancer, d'où l'intérêt d'effectuer un dépistage précoce. Selon l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. La lutte globale contre le cancer implique la prévention et la détection précoce de cette maladie. Notre pays ne peut que se réjouir de l'existence d'un centre national de référence de la santé de la reproduction Husseina, chargé d'assurer les prestations de soins médicaux et chirurgicaux ainsi que des services d'orientation et de consuline en santé de la reproduction, inauguré par le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, en novembre 2009. Et enfin, le ministre de la Santé a soulevé la nécessité d'une réflexion nationale autour de la prévention des cancers génitaux de cette campagne de dépistage. Le pays se joint aux efforts internationaux menés pour lutter contre les maladies non transmissibles dans les cancers. Ces dernières décennies, le cancer est devenu un fléau sanitaire mondial en faisant plus de victimes que les autres maladies non transmissibles. Notre pays n'est pas épargné et le nombre de cas de cancer augmente chaque année. Conformément aux orientations politiques du gouvernement,
Et dans la vision 2035, dont un des objectifs est la santé pour tous et partout, le département de la santé a pris en compte les maladies non transmissibles dans son plan national de développement sanitaire PNDS 2020-2024. Mesdames et messieurs, le slogan retenu pour cette campagne « Engageons-nous ensemble pour vaincre les cancers génitaux féminins » nous interpelle tous et toutes, car il s'agit là de nos mères, de nos filles, de nos sœurs, de nos épouses et de nos concitoyennes. À cet effet, je demande à tous les professionnels de la santé de proposer de façon systématique le dépistage des cancers génitaux à toutes les femmes, à tous les niveaux du circuit de la prise en charge. Octobre Rose, en tout cas, est une opportunité pour les services de la santé et les associations afin de sensibiliser les femmes aux dangers de cette maladie et d'organiser des journées portes ouvertes pour une prise en charge précoce des cancers génitaux féminins. Le centre Husseina, comme vous l'avez dit, qui a été inauguré par le chef de l'État, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, voilà maintenant il y a une dizaine d'années, est une référence dans ce domaine dans notre pays. Toujours dans la journée d'aujourd'hui, le ministre de la Santé s'est déplacé donc au siège social de l'UNFD, doyenne des associations djiboutiennes, qui a accueilli l'équipe mobile de vaccination en vue d'immuniser son personnel et ses bénévoles contre la Covid-19. En effet, le personnel de l'ONG nationale a reçu donc tour à tour sa dose par l'équipe mobile de la vaccination. Les responsables et cadres de l'UNFD ont montré la voie en se vaccinant pour inciter et sensibiliser leur personnel pour une immunisation individuelle et collective. Le ministre de la Santé s'est réjoui de la participation massive du personnel de la première ONG nationale pour recevoir leur dose de vaccin anti-Covid dans leur siège social. Santé, toujours comme chaque jour, le ministère de la Santé nous fait le point de la situation épidémiologique nationale donc contre la Covid-19. Écoutons tout de suite le secrétaire général, Dr Saleh Benouta. Compatriotes, les données d'aujourd'hui sur la Covid-19 à Djibouti confirment une légère diminution de positivité, avec 40 cas positifs sur un total de 651 tests réalisés. Nous demandons donc à la population de toujours rester vigilant, d'adopter les bonnes habitudes, notamment le respect des mesures barrières. Nous continuons donc à élargir le déploiement de la vaccination à Djibouti-Ville, mais également dans les régions. Nous demandons donc aux présidents des régions, aux préfets, de participer activement à cette initiative du ministère de la Santé et du gouvernement pour mobiliser la population à se faire vacciner. Quant aux données quotidiennes du 11 octobre 2021, nous avons 81 patients guéris, 651 tests réalisés et 40 cas revenus positifs. Nous avons donc un taux de positivité de 6,14%. Quant au nombre de vaccinations, le nombre de personnes vaccinées s'élève à 48 267 depuis mars 2021. Le bilan global est de 227 614 tests réalisés, 13 269 personnes ont été diagnostiquées positives, 12 849 personnes déclarées guéries et 177 décès depuis le début de la pandémie en 2020. Restons vigilants, protégeons-nous et protégeons les autres. Vaccinons-nous tous. Merci.
Sans transition, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Mohamed Abdallah Mahayoub, a dirigé ce matin une réunion de la commission mixte entre le MENFOP, le ministère du Budget et le ministère du Travail. La rencontre a vu la participation du directeur général de l'ETFP, Abdelkader Hamed, du secrétaire général de la commission nationale de l'UNESCO, de l'inspectrice générale de l'enseignement général, ainsi que de délégués des ministères du Budget et du Travail. A noter que cette réunion s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de l'enseignant et a pour but d'étudier et faire la présentation succincte de la politique nationale des enseignants entre les trois parties. Et durant cette réunion de travail, la commission technique mixte a partagé les voies et moyens dans la mise en œuvre et perspective de la politique nationale de l'enseignant. Le secrétaire général de la commission nationale de l'UNESCO, Mohamed Moussayabi, a fait une large présentation sur le contexte historique de la politique nationale de l'enseignant, notamment la valorisation de l'enseignant, le plan de carrière, le recrutement interne, les cadres uniques, la masse salariale des enseignants ainsi que les processus de promotion interne. Enfin, des délégués des ministères partenaires ont tour à tour positivement réagi et ont assuré le MENFOP de leur entière collaboration pour l'accompagnement dans cette mise en œuvre de cette politique nationale de l'enseignant. Forme de texte statutaire de la fonction publique, cette réforme qui se décline sur trois phases. La première phase, la révision du statut général, la révision des textes réglementaires, mais également l'harmonisation et la réécriture du statut particulier de fonctionnaire. Donc ce projet phare de l'éducation rejoigne la réforme du statut particulier qui sera lancée prochainement et nous sommes aujourd'hui discutés et débattus sur la question et le débat qui ont été menés autour de cette table et le ministère du Travail accompagne cette initiative. Je vous remercie de votre attention. Direction Obok, où les services décentralisés de la ville d'Obok du ministère de la Femme et de la Famille ont reçu hier la visite de leur ministre, Mme Mona Ousmane Aden, à la tête d'une importante délégation composée de hauts responsables de son institution et de parlementaires de la région. La ministre a été accueillie avec tous les honneurs par les autorités de la région, et à savoir le staff de la préfecture et celui du conseil régional. Après la traditionnelle halte à la préfecture, la ministre Mona Ousmane s'est rendue au siège du conseil régional où une haie de folklore et de bienvenue l'attendait et s'est entourée de sa délégation qu'elle rejoignit l'Assemblée d'Obokoa qui l'attendait. Après avoir suivi les projections sur les missions et prérogatives du ministère, la ministre a ensuite longuement échangé avec la population de Hayou sur les avancées des réalisations du ministère de la Femme et de la Famille dans la région, mais aussi des difficultés rencontrées et les suggestions pour y remédier. Le débat riche et instructif a permis à Madame la ministre de comprendre la vision de la population quant aux actions du ministère et des pistes de solutions pour les difficultés soulevées ou même été donc dégagé lors de ces échanges. Et avant de clore donc la séance, la ministre a rappelé que ce n'est pas seulement l'aspect économique qu'il faut améliorer, mais aussi la santé de la mère et de l'enfant ainsi que la lutte contre les différentes formes de violence. Écoutons pour plus de précision l'intervention du préfet de la région d'Obok, Abdelmalik Mohamed Belouita. Mission, ce n'est pas la première mission pour Obok, mais en tant que ministre de la Femme et des Familles, elle a choisi Obok. Hayou, c'est sa région. Je voudrais saluer ici les mémoires de M. Amin, Allah yarhamou, qui était mon collègue, qui était la lumière d'Obok, que tout Obok a perdu. La nation l'a perdu parce que vraiment, le peu de temps que j'ai passé à côté de ce monsieur, c'était vraiment un honneur pour moi. Et j'espère qu'Inch'Allah, qu'il sera parmi les gens du paradis, Inch'Allah. Que Dieu l'accueille dans son paradis et qu'il accorde as-sabr wal-iman pour sa famille, Inch'Allah. Sa famille biologique et sa famille d'Obok, que nous sommes tous, et des Djibouti. Je voudrais saluer l'effort qui a été consacré par l'équipe du ministère et par les activités qu'ils ont menées depuis, et que la ministre va certainement apporter aussi sa pierre à l'édifice. Elle va vous exposer les différentes activités qu'elle a réalisées, que sa prédécesseur avait réalisées, qu'elle va essayer aussi de contribuer pour y apporter
sa contribution et les améliorations et son point de vue aussi. Inch'Allah, et les Ebokois en tout cas, vous attendez des pieds fermes. Je sais que quand vous étiez au ministère de la Solidarité, vous avez beaucoup apporté et on est sûr et certain que vous allez apporter aussi, Inch'Allah, en tant que ministre de la Femme et des Familles. Et par la suite, la ministre Mouna Ousmane Aden a effectué une visite du local artisanal de la lauréate du prix du chef de l'État 2020, qu'elle n'a pas manqué de féliciter pour avoir utilisé à bon escient son prix en participant à l'économie de sa région à travers sa boutique. En guise de remerciement, la lauréate offrit des cadeaux à Madame la ministre qui avait fait ses emplettes en amont. Et pour clore la visite, Madame Mouna Ousmane et sa délégation se sont rendus dans les centres d'éveil d'Obok pour s'enquérir de leurs états. Dans le cadre de sa prise de fonction, le coordinateur par intérim du système des Nations Unies à Djibouti, Eric Overvest, a été reçu par la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Ouloufa Ismaël Abdo. Et la ministre a tenu à présenter les orientations de son département qui visent à éradiquer la pauvreté en République de Djibouti au travers des divers programmes sociaux, en mettant en exergue les défis que comptait entreprendre son ministère, mettant en avant ainsi les éléments de partenariat entre les différentes agences onusiennes. La ministre Ouloufa a voulu promouvoir la politique sociale et économique qui est la priorité du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Dans l'actualité également, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès des Émirats arabes unis, Moussa Mohamed Ahmed, a présenté ses lettres de créance au vice-président, Premier ministre et ministre de la Défense, son Altesse Cheikh Mohamed Ben Rachid Al Maktoum. En prépare à cette cérémonie de remise des lettres de créance organisée au Centre d'Expo 2020 à Dubaï, Cheikh Hamdan bin Mohamed Ben Rachid Al Maktoum, prince héritier de Dubaï, Cheikh Maktoum bin Mohamed Ben Rachid Al Maktoum, vice-premier ministre, ministre des Finances et vice-gouverneur de Dubaï, son Altesse donc Cheikh Saïf bin Zayed Al Nahyan, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-premier ministre et ministre des Affaires présidentielles, et Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Dans l'actualité également, tôt aujourd'hui, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a effectué une visite d'inspection à Bolli et au lac Assal, dans la région de Tadjoura, qui relève du commandement du régiment interarmes de Tadjoura, le RIAT, commandé par le colonel Ali Cheikh Daoud. Cette inspection a pour objectif de s'acquérir de la situation sécuritaire de cette région. En effet, le RIAT est déployé depuis 10 mois sur le terrain pour effectuer des missions de ratissage et de nomadisation à la recherche des malfaiteurs ayant pour but de déstabiliser le pays par des actes malsains et afin de préserver la souveraineté du pays et la protection de nos concitoyens. Ainsi, ce régiment appuyé par 2 compagnies de la force d'action rapide, unité d'élite et de 2 compagnies paramilitaires de la police nationale sillonne tous les recoins des régions du Nord, les zones les plus reculées et difficiles d'accès pour s'acquitter de leur mission assignée. Et au terme de la revue des troupes, le général Zakaria Cheikh Ibrahim s'est adressé à la troupe et le SEMGA a loué les actions fort louables de ses militaires engagés dans les missions de ratissage, les galvanisant davantage. Dans son message, le général Zakaria a indiqué que ces missions de ratissage et de nomadisation ont pour but de neutraliser et d'éradiquer les malfaiteurs.
Et dans la foulée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, s'est rendu au lac Assal où une compagnie de la force d'action rapide et une compagnie militaire, paramilitaire de la police nationale les attendaient. Sous les ordres du colonel Ibrahim Ali Farah, chef de corps de la force d'action rapide, le général donc a entrepris la revue des troupes. Après s'être imprégné de la situation sécuritaire du secteur, le général a félicité les efforts consentis par ses militaires et a adressé le même message de rigueur. Et après la revue des troupes au lac Assal, le général a adressé donc le même message aux troupes, un message de discipline, d'abnégation dans l'accomplissement des missions qui leur sont dévolues. Le général donc a galvanisé ses troupes et il aura toujours donc su compter sur ces valeureux hommes. Notons que ces militaires travaillent en étroite collaboration avec les autorités régionales et la population civile, notamment dans les moments difficiles, dans le cadre de l'assistance humanitaire, le transport des civils et bien d'autres domaines. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, suite à un recoupement d'informations, les policiers du commissariat de Rodane ont ouvert une enquête pour trouver toutes les personnes impliquées dans une série de vols qui a eu lieu dans plusieurs habitations situées dans leur circonscription. En effet, les voleurs entraient dans les domiciles tard le soir, entre 2h30 et 5h du matin, à l'aide d'échelles et prenaient tout ce qu'ils trouvaient sur leur passage. Une dizaine de maisons situées dans le secteur de Barouaro ont ainsi été cambriolées. Les mises en cause, qui avaient établi un mode opératoire bien précis, volaient des biens des personnes et les revendaient au marché noir. Lors de leur manœuvre nocturne, les voleurs ont ainsi mis la main sur 90 cartons de carrelage, 9 fenêtres en aluminium, 5 portes en bois, une vingtaine de téléphones, un écran plat, un groupe électrogène, 2 PC portables, un ordinateur. Et les policiers ont également arrêté plusieurs receleurs qui étaient chargés de liquider le matériel volé au marché noir, et les mises en cause ont été arrêtés et déférés devant le parquet de justice. Et là, nous passons à l'actualité internationale. Sydney sort de presque 4 mois de confinement. Les habitants de Sydney sont sortis lundi de 4 mois d'un confinement strict décrété dans la plus grande ville d'Australie pour faire barrage à l'épidémie de la Covid-19. Dans cette ville de 5 millions d'habitants, un confinement avait été décidé à l'été pour empêcher la propagation du variant Delta du coronavirus hautement contagieux. Il a été levé après 106 jours de restrictions et donc a vu la baisse des contaminations, 496 cas enregistrés aujourd'hui dans l'état de la Nouvelle-Galles du Sud, le plus peuplé du pays, et de l'avancée de la vaccination avec plus de 70% de la population âgée de plus de 16 ans complètement vaccinée. Quelques lieux accueillant du public comme les restaurants sont à nouveau ouverts pour les clients vaccinés. Des restrictions vont perdurer quelques semaines concernant les rassemblements et les voyages à l'étranger. Il faudrait aussi attendre pour la réouverture complète des écoles. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.
cadre de la célébration de la journée mondiale du cancer du sein baptisée Octobre Rose. Le ministère de la Santé, par le biais du Centre national de référence en santé de la reproduction Husseina, organise une campagne nationale de dépistage des cancers gynécologiques placée sous le slogan « Prévention des cancers, dépistage précoce et régulier à tout âge ». À cet effet, le ministère de la Santé exhorte les femmes âgées de 25 ans à 65 ans et plus de venir se faire dépister en masse au centre Husseina. Le centre vous accueillera du 7 au 31 octobre de 8h à 17h. Le programme d'alphabétisation de l'UNFD reprend le 2 octobre pour l'année scolaire 2021-2022. Nous appelons les adultes intéressés à s'inscrire massivement pour cette année. Vous pouvez vous rendre à l'école primaire la plus proche de votre quartier. Le programme d'alphabétisation de l'UNFD est disponible dans 25 écoles primaires à Djibouti-Ville et 36 écoles primaires dans les régions et les sous-régions. Les horaires, 4 soirs par semaine de 2h, samedi soir, dimanche soir, mardi soir et mercredi soir de 19h à 21h. Alors si vous désirez profiter de ce programme, n'hésitez pas à vous inscrire dans le centre le plus proche. Bonne rentrée à toutes et à tous. L'Inspection générale du travail et de lois sociales et l'Agence nationale des personnes handicapées